Lorsque vous pensez à votre avenir, quel genre de vie vous fait le plus envie? Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent être plus souvent à voyager qu'être chez eux à la maison. Un des axes sur lesquels on doit travailler aujourd'hui, notamment auprès de cette jeunesse, c'est de rendre visibles les carrières, les métiers qui vont émerger par rapport à ces thématiques de développement durable et de se rendre compte que finalement, il y a plein de métiers passionnants, écologues, etc., etc. 1% acteur, 1% artiste et 1% qui veut être un homme riche. Où sont les femmes? On parle du top 5 des rêves qu'on fait le plus quand on est enfant et quand on dort. Jardinier. Je pense que de plus en plus d'enfants considèrent ce sujet comme un sujet important. Là, en fait, on est vraiment dans les vrais rêves. Ok. C'est parti, là, vous me concentrez. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Parents, le podcast qui décrypte l'éducation du XXIe siècle. Je suis Solane Boquillon-Leguaziou, fondatrice de Soft Kids et autrice du livre Préparez vos enfants au monde de demain. Chaque semaine, je vous propose de se retrouver avec mes invités autour des questions d'éducation et de parentalité du XXIe siècle. Cette semaine, avec moi dans les invités permanents, j'ai Marie-Colette, notre Green Mama, fondatrice de Graines de Citoyens et experte en développement durable. Salut Marie. Salut Solène. Et Barbara Meyer, notre Shiva de la charge mentale, autrice de J'arrête d'être débordée, qui revient de San Francisco après 10 ans là-bas. Salut Barbara. Salut Solène. Et nous avons une deuxième Marie avec nous aujourd'hui, puisque nous avons Marie Rochebart, qui est la directrice communication et développement institutionnel d'Academia. Elle est aussi coach, experte en éducation et en prévention de la santé mentale et spécialiste des compétences psychosociales. Merci Marie d'être avec nous aujourd'hui. Merci Solène, bonjour à toutes. Alors, au sommaire de cette semaine, tout d'abord, on va parler de l'actualité. Lundi, on a appris que c'était encore la dégringolade au niveau des candidats au concours de professeurs. Donc, on va en parler cette semaine dans l'actu. Ensuite, le débat, ce sera sur les rêves de nos enfants. Et là, Marie va venir nous éclairer avec une étude qui a été faite par Academia sur de quoi rêvent nos enfants. Une étude qui nous dit et nous révèle beaucoup de choses et qui va, je pense, vous aider à réfléchir et à enlever vos idées préconçues sur nos enfants. Et ensuite, on aura nos rubriques astuces parents de la semaine, mais aussi qu'est-ce qu'ils disent qui se transformera cette semaine en de quoi rêvent-ils. Allez, c'est parti, on démarre avec cette actualité qui a retenu mon attention. Donc, on nous a annoncé lundi une baisse inquiétante des candidats au concours des professeurs pour 2025. Il y a 3000 candidats de moins que l'année dernière. Alors, sachant qu'on a plusieurs académies où c'est déjà très très compliqué. Moi, par exemple, je suis dans l'académie de Versailles où c'est super tendu au niveau des profs. Il y a jamais de remplaçants quand il y a des malades. Et puis il y a des classes où il n'y a pas assez de profs. Donc je sais pas, moi j'ai envie de vous entendre, mais qu'est-ce que vous en pensez sur cette baisse des vocations là? Est-ce que c'est la fin de la vocation de prof? Voilà, j'aimerais bien entendre votre avis. Sans spoiler, d'après notre étude, non, d'un point de vue vocation. Mais effectivement, force est de constater que chez les adultes, effectivement, ça se dégrade d'année en année et malheureusement, je pense qu'on connaît les explications possibles à ça, le contexte, les conditions de travail, que ce soit les moyens, les effectifs, mais aussi les violences de plus en plus malheureusement, et puis aussi les relations avec les parents. Ce que j'entends de plus en plus, notamment au lycée, c'est que les relations avec les parents se tendent. Notamment depuis la mise en place de Parcoursup. Et donc, bon, ça fait peut-être beaucoup. Ouais, ça c'est en fait, moi j'ai l'impression, parce que la semaine dernière j'étais avec Vers le Haut qui eux travaillent, qui font aussi des études sur la confiance des élèves et qui travaillent aussi sur ces sujets, et ils ont fait une étude sur la confiance.
Et ce que je disais, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme malentendu entre les parents et les enseignants. Parce que, par exemple, d'un côté, quand on regarde l'enquête PISA de l'année dernière, les directeurs d'école nous disent que les parents ne sont pas assez présents et qu'il y aurait qu'un seul parent sur 4 qui s'impliquerait dans la scolarité de leurs enfants. Et de l'autre côté, la dernière étude de Vers le Haut nous dit que les parents aimeraient être beaucoup plus présents à l'école et qu'il y a un parent sur 2 qui voudraient avoir plus d'échanges avec les enseignants et qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu persona non grata à l'école et qu'ils peuvent pas échanger avec les enseignants. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre les parents et les enseignants et du coup, la coéducation, elle peut pas exister puisque si les uns et les autres se renvoient la balle, c'est un peu compliqué. Barbara, tu voulais intervenir ? Ouais, moi je redis d'abord toute mon admiration pour les profs, parce que depuis Covid, on sait ceux qui sont faits parents profs ou parents instituteurs, nous on est resté 13 mois à l'école sans école ouverte. Donc je peux vous dire que c'est plus qu'une vocation, c'est un vrai métier très difficile. Donc je suis depuis le Covid encore plus admirative de ce métier-là. Je pense que Marie t'a pointé du doigt la relation et les agressions et du coup j'ai cherché un peu de stats. Il y en a pas tant que ça en fait. Ils disent qu'il y a 12% des élèves, des profs qui se sentent menacés, mais sur ces 12%, il y en a 50 qui proviennent des parents. Je pense que la relation parents et profs s'est dégradée et il y a des reels qui passent, notamment avec Camille Cotin, assez drôle sur le sujet, mais moi, j'ai des copines profs qui nous racontent comment elles se font agresser verbalement par les profs et 12%, donc ça va plus loin. Et donc, dans les chiffres, Solène, que tu donnes, je pense qu'il y a deux choses, c'est que les parents s'impliquent plus à l'école. Ça, c'est vrai. L'appel, il y a plus de parents. Ça, d'un point de vue community, on en avait parlé. Il n'y a pas l'aspect communauté comme on a aux États-Unis. Les parents sont pas investis, genre bénévolat et tout ça. Donc ça, il y a un engagement, même par rapport à il y a 10 ans quand je suis partie. Moi, j'étais en région parisienne, tu vois, avec ma maison, et il y avait ce sentiment de communauté où les parents étaient impliqués dans l'école. Et après, je pense qu'ils ont envie d'être impliqués avec les profs, pour influencer, ça c'est ce que disait Marie, pour influencer un peu les notes, les appréciations, etc. Et mes copines elles disent, moi je suis obligée de dire, maintenant vos enfants ils sont pas HPI, ils sont pas tous HPI, et donc il faut qu'on... Les résultats sont les résultats. Je peux pas, s'il a eu 12, je peux pas lui mettre 15. Enfin, c'est une forme d'influence, les profs ont envie d'influencer. Après, je pense qu'il y a quand même aussi un grand écart en fonction des lieux. Parce que d'un côté, on a des enseignants qui nous disent pas d'implication du tout des parents et du coup, ça pose énormément de problèmes, justement de discipline, etc. Parce que il y a pas de relais parental sur ces sujets-là. Et il y a d'autres endroits où il y a une surimplication des parents, où les parents limite ils vont vouloir expliquer la leçon aux profs en disant mais non c'est pas comme ça qu'on fait des mathématiques, etc. Et donc c'est selon l'endroit où on va être, c'est quand même le grand écart quoi. Et donc l'éducation nationale et les enseignants doivent s'adapter à la typologie des parents qu'ils ont des parents en face, ouais. Et ça je suis pas sûre que c'est quelque chose aussi qui soit enseigné. Voilà comment créer la coéducation, gérer tout ça. Et puis moi je pense qu'il y a eu une énorme rupture qui a démarré au moment de la mise en place de Vigipirate où en fait on nous a dit vous ne rentrez plus dans les écoles et qui s'est renforcée avec le Covid. Et donc on est resté là-dessus. Et les parents ont l'impression qu'ils sont pas forcément les bienvenus à l'école et du coup ils ont essayé de rattraper le cloche avec le digital et donc les enseignants ont l'impression d'être harcelés de mails via le digital qu'on leur envoie le samedi, le dimanche hors ouverture de l'école et donc ça crée des tensions qui font que c'est compliqué quoi.
Est-ce que vous pensez que Samuel Paty a eu un impact là sur l'engagement des profs et pas la vocation, mais l'envie de devenir prof? Je me dis que c'est symptomatique. Enfin, c'est évidemment une histoire qui a dû marquer, mais plus globalement, je trouve qu'on entend quand même beaucoup de profs qui prennent la parole et qui expliquent la difficulté des conditions de travail. C'est aussi ce que tu disais, Marie, au début. Et donc, évidemment, il y a la relation avec les parents, évidemment, il y a la violence, et il y a plein d'autres choses, des classes où il y a beaucoup d'élèves avec des caractéristiques différentes, et donc du coup après c'est réussir à gérer toutes ces différences au sein de la classe, les contraintes qui sont quand même assez fortes sur le métier, et donc c'est vrai que c'est un métier qui a toujours été présenté comme un métier passion, un métier de vocation, et je pense qu'il doit y avoir quand même une vraie différence entre l'idée qu'on s'en fait quand on postule au concours, comme tu l'expliquais, Solène, et puis la réalité finalement, évidemment, qui est à nuancer en fonction des endroits où tu exerces ton métier, mais en tout cas, il y a le côté terrain qui finalement souvent fait un peu faire machine arrière à certains profs qui constatent des conditions de travail qui sont compliquées. Donc après tout ce que vous avez dit, je partage totalement, mais je pense que ça doit jouer aussi sur le côté aujourd'hui, les personnes qui postulent ont peut-être plus de vision des conditions de travail réelles dans certains secteurs notamment, et donc c'est peut-être un peu plus à y aller, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, que, comme tu dis, Marie, il y a de plus en plus de visibilité donnée à l'ensemble des sujets qu'on a évoqués. Grâce ou à cause, selon, mais, des médias, des réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on probablement que savent un peu plus, ils ont une meilleure visibilité sur la réalité du terrain. Moi, j'ai lu le livre de, je sais pas si vous connaissez William Lafleur, qui est un enseignant, qui était un enseignant en anglais qui était très suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Et il a démissionné donc l'année dernière de l'Éducation nationale et il a écrit l'ex plus beau métier du monde. Et en fait, comme il tweetait, il recevait énormément de témoignages des enseignants. Et dans son livre, il y a des témoignages, beaucoup qu'il a reçus. Et c'est vrai que c'est assez édifiant sur le manque de soutien moral, financier, et puis sur des choses aussi qui nous paraissent être très compliquées. Enfin, je pense au fait que tu peux être assigné à 200 kilomètres de chez toi. Voilà, il y a des logiques aussi qui peuvent aussi nous échapper, quoi. En fait, il y a des professeurs qui vont être disponibles pour un remplacement à 10 kilomètres à la ronde, et puis en fait, on va demander à quelqu'un qui habite à 150 bornes de venir, quoi. Donc il y a aussi tout un tas de choses qui, je pense, pourraient être optimisées en interne. Mais c'est vrai qu'entre le fait qu'ils sont mal payés, quand on compare par rapport à l'OCDE, le fait qu'ils sont pas hyper bien considérés par la population d'une manière générale, et moi, je dis souvent, pour moi, un des chiffres les plus choquants, c'est qu'il y a que 4% des enseignants qui se sentent valorisés au quotidien dans leur travail. Et c'est assez dingue d'en arriver là, et je pense que toute la société a son rôle à jouer, et que en fait il faudrait qu'on soutienne à mort les enseignants, parce que si t'es pas bien payé et qu'en plus tu te sens pas considéré, c'est compliqué quand même, hein. Donc voilà, il y a vraiment du boulot pour c'est pas forcément qu'à l'éducation nationale, je pense, de revaloriser le métier. C'est aussi à la société de le valoriser au quotidien. Surtout si vous avez déjà passé quelques heures dans une classe pour faire des interventions ou autres. Enfin, moi, je ressors à chaque fois en me disant, mais quel métier incroyable, et quelle énergie ça demande de tenir une classe, d'être toujours en proposition, etc. Enfin, moi, je me dis qu'effectivement, s'il y a bien un métier dont je suis très admirative, c'est celui-là, et au final, t'as raison, dans la société, c'est pas forcément celui qui revient comme étant valorisé au quotidien.
Bon, et ben on va suivre ça. On On espère. devrait tous faire 1 heure dans une classe. Ouais, c'est clair. On espère qu'il y aura des vocations quand même qui vont, enfin voilà, que ça va, parce que ça va être compliqué sinon, hein, si on manque de plus de 3000. Enfin voilà, on va voir. Donc à suivre. Merci beaucoup pour vos retours, vos éclairages. Et maintenant, je vais présenter notre invitée. Marie, merci d'être avec nous. Donc, tu es une invitée dont l'engagement pour l'éducation, la prévention et le développement personnel vraiment transpire dans ton parcours. Depuis 2019, tu évolues chez Academia. Tout le monde connaît Academia en France, c'est un acteur majeur de l'éducation qui accompagne chaque année plus de 100 000 élèves dans le développement de toutes leurs compétences. Et en parallèle, tu consacres ton temps au coaching d'étudiants internationaux via l'association Rêve Jeune, une mission qui te permet notamment de transmettre les compétences psychosociales, les fameuses soft skills, en matière de connaissance de soi et d'orientation et de santé mentale. Donc c'est un parcours riche et une vision passionnante sur l'éducation et le développement des compétences. Et donc là, on va parler ensemble de cette fameuse étude que vous avez faite avec Odoxa. Donc cette étude, elle s'appelle à quoi rêvent nos enfants. Pour introduire, et après je te laisserai parler et présenter pourquoi vous avez fait cette étude. Moi, je voulais juste revenir sur quelques chiffres. Et ça aussi, ça va à l'encontre de ce que j'ai entendu la semaine dernière chez Vers le Haut. Donc, il y a 67% des enfants qui estiment qu'ils auront une vie meilleure que celle de leurs parents, alors que dans l'étude de Vers le Haut, les parents pensent que leurs enfants auront une moins bonne vie qu'eux, à presque 70%. Donc, tu vois, c'est totalement inversé. Il faut quand même 45% à exprimer une certaine inquiétude face aux défis futurs, et notamment le changement climatique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une jeunesse qui est quand même épanouie, puisque 95% des collégiens et des lycéens se disent heureux dans leur vie. Mais il faut savoir que les enfants de cadre ont plus cette vision positive que les enfants d'ouvriers. Et après, on va y revenir un peu plus en détail. Mais on voit aussi que nos enfants sont passionnés par le sport, le jeu vidéo, et donc ils aiment bien faire des activités. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Et on va aller un petit peu plus dans le détail. Alors, Marie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette enquête chez Academia? Alors, tout à fait. Donc, on a travaillé avec l'Institut de sondage Odoxa, comme tu le disais, et on a voulu vraiment interroger directement des ados. Donc, on a interrogé à peu près 1117 ans, partout en France. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une photo représentative. Et en parallèle de ça, on a aussi interviewé des parents d'ados. Parce que pour certaines questions, c'était intéressant d'avoir les regards croisés dont tu parlais là, à l'instant pour une autre étude. Pourquoi on a fait cette étude pour plusieurs raisons. Mais je dirais en priorité pour... nous, on avait on était un peu agacés par la manière dont sont souvent présentés les ados dans les médias, de manière un peu caricaturale, très passif, flemmard. Je tire le trait, mais parce que malheureusement, voilà, accrochés à leur écran et voilà finalement, oui, c'est un peu l'image peut-être de la flemme qui reflète le mieux cette image qu'on donne parfois. Et en fait, on était assez convaincus du fait que cette image, elle est très trompeuse, caricaturale, et on voulait justement les interroger sur leurs rêves, leurs aspirations, enfin que ce soit en termes de métier, mais aussi en termes de mode de vie, mais aussi leurs passions, parce que on est convaincu que les passions enfin les activités passions et les activités scolaires se nourrissent l'un l'autre, hein, et ils sont complémentaires évidemment pour se développer.
Aussi mieux comprendre leur rapport à l'apprentissage. En fait, de la même manière, on les imagine partisans un peu du moindre effort. Voilà, est-ce qu'ils considèrent toujours que c'est utile d'apprendre à l'heure actuelle avec toute l'accessibilité croissante à l'information, ChatGPT et consorts pour les aider à faire leurs devoirs, etc. Donc, c'était l'idée de voir si l'idée qu'on en avait, c'était plus ou moins réaliste, et puis essayer aussi au-delà de montrer une autre image de ces jeunes. Voilà, donc c'est principalement ça qui a guidé notre démarche. Est-ce que vous avez un référentiel de comparaison? Est-ce que les jeunes ont changé dans leurs aspirations, ou est-ce que c'est à peu près pareil? En fait, on a cherché, et déjà les études auprès des jeunes en direct, il y a peu en fait d'études de ce type-là. Donc, tu as parlé de PISA tout à l'heure. Dans PISA, il y a une question sur les aspirations, et les retours sont assez similaires, dans le sens, en tout cas pour les métiers dont ils rêvent, les retours sont assez proches, c'est-à-dire des métiers finalement traditionnels, assez peu de nouveaux métiers entre guillemets, ou de métiers très atypiques, qui concernent assez peu de gens. Mais en fait, pour te répondre, il y a assez peu de bench sur cette population de 11-17 ans. Ce qui existe par contre, et qu'on a pu regarder, c'est des études auprès d'adultes sur les rêves qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants. Et ça, on a plus ça accessible. Et il y a aussi des études dans certains pays, je pense c'était au Japon de mémoire, qui avait des études aussi auprès des jeunes. Et ce qu'on peut dire, c'est que les grandes, alors la première chose, c'est que c'est globalement stable en termes de métiers. Donc, je le disais, des métiers, le top 3, c'est vétérinaire, médecin, ingénieur. Oui, ce qui est drôle, parce que il y a 2 semaines, on a enregistré sur les Kidspreneurs, et j'avais pris une étude internationale où, en clair, dans les pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, Canada, les jeunes, ils veulent être youtubeurs à 60%. J'avais vu la même chose, ouais, effectivement, ça, c'est fou, la différence. Alors que en Asie, en Chine, par exemple, ils veulent être astronautes. Donc moins la fame, hein, on va dire. Et là, c'est vrai que dans votre étude, le métier numéro 1, c'est vétérinaire à 8%, ensuite médecin 6%, ingénieur 5%, et après on a institutrice, maîtresse. Malheureusement, c'était que au féminin, mais ouais, policier, gendarme, avocat, scientifique, architecte, 3% de footballeurs quand même, et infirmier. Donc en fait, on est vraiment dans du métier super tradi, quoi. Exactement. C'est vraiment étonnant. Honnêtement, le vétérinaire, j'étais très surprise, parce que autant vétérinaire sur des enfants plus jeunes, ça m'aurait pas surprise. Mais là, on est sur des 11-17 ans. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que, Marie, c'était une liste de métiers existants, ou est-ce que c'était Question ouverte. Ok, ça marche. La question, c'était si tout était possible. Ouais. Donc, c'était vraiment le rêve absolu. Ah, c'est intéressant. Si tout était possible, quel métier voudriez-vous faire? Enfin, je sais pas si la fin de la formulation c'est exactement ça, mais en tout cas, c'était vraiment si tout était possible. Question ouverte. Et après, au Doxa à opérer des regroupements, évidemment, avec les champs sémantiques ou les métiers très très proches. Mais c'est vraiment, tout était ouvert. Et alors, le truc étonnant, alors ce qui a émergé, c'est ingénieur sur les 20 dernières années. Ce qui a émergé aussi dans cette étude, c'est footballeur, parce que chez les garçons, je crois que c'est en deuxième chez les garçons. Donc, je sais pas si c'était l'effet post-JO ou je sais pas, mais c'était quand même étonnant. Et étonnant aussi en termes de métier, mais c'est peut-être parce qu'ils ne considèrent pas ça comme un métier, c'est qu'il n'y a pas chef d'entreprise, entrepreneur. C'était très faible. Alors que c'est quand même très valorisé aujourd'hui. En fait, il y a 2% de influenceurs, youtubeurs, streamers. Mais pour eux, c'est pas forcément, je pense, entrepreneur. Et c'est vrai que c'est marrant de voir la différence filles-garçons. Parce que par exemple, il y a 12% des filles qui veulent être vétérinaires et 9% des garçons qui veulent être ingénieurs. Et chez les filles, institutrice arrive en métier numéro 3. Mais c'est vrai qu'alors moi, je suis très surprise
que vétérinaire soit dans le top 3 partout? Est-ce que c'est à cause des nouvelles émissions là, du zoo ou je sais pas, Marie, t'as quelque chose Marie de graines de citoyen qui est sur le verre, les animaux, ou alors c'est peut-être parce que ils disent aussi qu'ils ont envie d'être à l'extérieur. Ouais, j'avais vu dans l'étude où c'est presque 50-50, non? Il y a un petit peu Oui, plus c'est ça. Un tout petit peu plus orienté vers un vivre dans la nature, dans un contexte plus nature. Ce qui était intéressant d'ailleurs dans votre étude, c'est que donc il y avait une question, est-ce que vous préféreriez avoir un quotidien ou un métier demain plutôt tourné vers la nature ou plutôt en ville? En gros, je sais pas formuler comme ça, mais c'était à peu près 50-50. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'était un peu une reproduction quand même du quotidien dans lequel ils étaient déjà. C'est-à-dire que les enfants vivant à Paris ou dans des grandes villes se projetaient plutôt dans un quotidien en ville, et les enfants à la campagne plutôt dans un environnement proche de la nature. Donc il y avait pas non plus en gros les enfants des villes qui rêvent de la campagne et les enfants de la campagne qui rêveraient de la ville, ce qui pourrait aussi être, tu vois, quelque chose qu'on aurait pu détecter en se disant on n'est pas forcément bien là où on est, on rêve à autre chose. Mais après oui, sur le métier vétérinaire, sincèrement je sais pas ce qui peut... Comme ce que disait Marie, je trouve que c'est quelque chose qui ressort souvent auprès des jeunes enfants qui idéalisent un peu le côté relation avec les animaux, etc. Et là, de le trouver chez des enfants qui sont quand même déjà plus à se projeter sur un métier réel et ce qu'ils vont faire demain, moi, j'étais assez... c'est numéro 2 chez les lycéens, quoi. Oui, c'est incroyable, franchement. Légal, moi, je suis étonnée, il n'y a pas le avocat, etc. Avocat, ça part un peu plus bas, non? C'était pas... Avocat, c'est 3%. C'est en 6e position. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que, la question, Marie, c'est lorsque vous pensez à votre avenir, quel genre de vie vous fait le plus envie? Et en fait, il y a quand même 54% qui disent qu'ils veulent être proches de la nature, contre 45% en ville. Et en fait aussi, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent être plus souvent à voyager qu'être chez eux à la maison. Avec une énorme différence filles-garçons sur le sujet. Moi, j'ai été hyper étonnée. En gros, est-ce que vous préféreriez être plutôt chez vous ou plutôt à voyager? En fait, les filles répondaient bien majoritairement à dire en train de voyager et à bouger que les garçons. Et c'est pareil, c'est un des stéréotypes où souvent on dit les filles plutôt à la maison, plutôt dans des jobs plutôt sédentaires, etc. Et je trouvais ça intéressant aussi dans les rêves des enfants d'aujourd'hui qu'il y ait cette distinction. Ils parlent pas d'entrepreneuriat. Mais par contre, quand on leur demande si vous préférez être à votre compte ou salarié, ils sont quand même 42% à dire je préfère être à leur compte. Mais je pense que pour eux, être vétérinaire... Oui, c'est profession libérale, en fait, on dirait, vu les métiers et la dominante métier du soin aussi, qui est quand même forte, 23%. Je pense que c'est effectivement, j'ai l'impression que ils se voient en profession libérale, freelance éventuellement, mais pas gérer une équipe, une structure, etc. Moi, je suis intervenue pas mal dans des collèges, lycées, notamment sur la création d'entreprises, tu sais, avec des associations qui sensibilisent et qui présentent un peu ce que c'est de créer son entreprise. Et moi, j'ai la sensation quand même que sur ce créneau 11-17, c'est quand même, ça reste relativement flou. Les enfants n'arrivent pas encore vraiment à se dire que ça peut être une carrière ou qu'en tout cas que ça peut être quelque chose. Je pense j'ai l'impression en tout cas qu'on c'est encore tôt dans la vie du jeune ou de l'enfant pour se dire en fait je peux créer mon entreprise. Peut-être qu'ils en ont un peu l'idée, mais est-ce qu'ils se disent que ça sera leur futur quotidien professionnel? Je sais pas. Je sais qu'en tout cas moi quand je viens en sensibilisation, on est vraiment au premier niveau de c'est quoi une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire déjà, enfin créer son entreprise déjà il faut comprendre ce que c'est la mécanique, et dans notre système scolaire français, l'entreprise entre guillemets est pas forcément non plus hyper mis en avant, valorisé et expliqué aux jeunes. Donc je me dis que peut-être, enfin tu vois, les études que tu as pu voir, peut-être qu'un peu plus tardivement dans leur processus, il y aura plus de jeunes qui se projetteront peut-être à être indépendants ou à créer leur boîte. Et puis les métiers de service, c'est difficile à expliquer aux 11-17 ans en fait. Donc il y a plein de métiers, genre marketing 11-17 ans, tu vois, on ne sait pas ce que ça veut dire, ressources humaines, c'est pas ce que ça veut dire. Tu vois, software ingénieur, c'est plus... Déjà, il y a quelque chose de plus rationnel, on peut leur expliquer, ils voient très bien le résultat. Mais il y a quand même plein de métiers auxquels ils n'ont pas accès
au niveau information et au niveau pratique. Tu vois, ils s'imaginent pas du tout derrière un bureau, et donc du coup ça relate à la notion de j'ai envie d'être dehors. Je pense que se voir entre 11 et 17 ans, se voir toute la journée derrière un ordinateur, ce qu'on fait nous, ça c'est pas très attirant. Donc après, moi, ce que je trouve hyper rassurant, c'est que là où ce qui est le plus demandé, c'est à 23% les métiers du soin. Loin devant tout, puisque le deuxième, c'est 13% les métiers de la culture et de l'information. Donc, en fait, à 23% les métiers du soin. Et sachant qu'on est quand même sur une population vieillissante, où en fait, c'est vraiment là où on va avoir le plus de besoins. Je trouve ça très intéressant. Et après, le truc, moi, qui me fait sourire, hein, c'est dans les métiers atypiques, il y a 0,4% des enfants qui disent qu'ils veulent faire de la politique. Alors, c'est pareil. Je regardais encore une émission là avant-hier où on disait mais plus personne ne veut faire de la politique. C'est un peu comme les enseignants. Tu te fais insulter à longueur de journée. Travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7, par rapport à ce que tu travailles, c'est pas bon. Oui, il y a des avantages, mais ils sont pas. Nos députés sont pas millionnaires, quoi. Sauf certains, mais c'est plutôt rare. Et donc il y a pas du tout de vocation. En fait, il y a une vocation pour prendre soin des gens. Mais il n'y a pas de vocation pour gérer la société, l'avenir, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est une génération qui nous a vu souffrir, ou qui voit souffrir les parents, les grands-parents? Parce que tu vois, c'est forcément soit en quête de sens. Et donc là, ça rejoint les sujets de Marie, de écologie et de l'étude. Soit c'est parce qu'ils réagissent en fait une situation. Ils assistent, et donc ils nous voient, ou ils voient leurs grands-parents en souffrance, ou ils voient la société en souffrance. Et là, tu vois, on était en début 2025. Effectivement, si tu regardes les news, même entre 11 ans et 17 ans, tu peux facilement déduire que le monde va mal. Après, ce qu'on regarde, moi, si je fais le lien avec l'étude là vers le haut là que j'ai vue la semaine dernière, en fait, ils ont confiance en eux, et c'est pareil avec il y a Destin commun qui vient de sortir une étude sur la confiance des Français. Donc ils ont confiance en eux, en leur coco familial, etc. Mais c'est quand on va vers l'extérieur que c'est compliqué. C'est d'avoir confiance dans le monde, dans l'avenir, dans la société. Par exemple, les conflits, ça c'est quelque chose les conflits, l'environnement, c'est quelque chose qui les travaille, quoi. Ça me fait penser, Solène, à une étude aussi, moi, que j'utilise beaucoup quand je parle d'éco-anxiété pour les jeunes, donc c'est-à-dire d'inquiétude en lien avec le dérèglement climatique, etc. Où il y a une étude qui a été menée sur 10 pays, donc c'est pas que des Français, et il y a, dans les 10 pays, il y a les Philippines, etc., qui sont touchés de manière encore plus forte que nous aujourd'hui par les dérèglements climatiques, mais quand même sur, je crois que c'est une cible des 16-25 ans, où 84% des jeunes se disent inquiets ou très inquiets par rapport à leur avenir. Et ça va un peu avec ce que tu dis, c'est-à-dire que finalement, on est sur un socle normalement familial, proche, etc., dans lequel on se sent plutôt bien, mais qu'il y a une vraie inquiétude par rapport au contexte général, et en même temps, on ne peut que le comprendre effectivement quand on entend les actus, et notamment sur ce sujet environnemental, mais pas que. Mais en tout cas, il y a réellement quand même ce sentiment de se dire le contexte dans lequel je vis n'est pas simple, quoi, et plutôt complexe et génération Covid, ils ont vécu, c'est 11-17 ans, ils ont vécu 3 ans dans le Covid, donc avec le Covid, avec les contraintes, avec des annonces de décès, et puis de restrictions sociales. Donc il y a des règles sociales qui leur manquent. C'est clair je pense qu'on a aussi ce contre-coup du Covid, qu'on sous-estime encore, parce que c'est vrai que notamment sur la santé mentale des jeunes, on voit vraiment une dégradation depuis 2021, quoi.
Et j'avais une question, Marie, sur justement la quête de sens, c'est-à-dire qu'on se dit toujours que, enfin moi en tout cas, Graines de citoyen, c'est ma conviction, et c'est pour ça, la raison pour laquelle je me lève le matin, de me dire cette nouvelle génération va prendre conscience et va vouloir plus de sens dans son travail, etc. Et qu'est-ce qui est ressorti de l'étude sur ce point-là? Parce que ta question m'évoque la question de ce qui définirait comme avoir réussi leur vie. Et alors là, je t'avoue que j'étais un peu déçue parce que faire changer les choses, donc entre parenthèses la société, l'économie, l'environnement, c'était en numéro 7. Et paradoxalement, vis-à-vis de tout ce qu'on vient de dire sur le type des métiers du soin au sens très large, notamment, leur définition de la réussite en numéro 1, ils ont quand même gagné beaucoup d'argent. Et le faire changer les choses arrive en 7. Toujours sur moi l'étude vers le haut, parce que j'aime bien faire des cross-études. En fait, et du coup, chez Vers le haut, la semaine dernière, j'ai parlé de l'étude Academia. Je leur ai dit, en fait, c'est marrant comme les points de vue sont différents, mais là, l'aspiration numéro 1 des parents dans l'étude Vers le haut, c'est qu'ils fassent une famille. Et que leurs enfants aient une famille. Que leurs enfants fassent une famille. Et c'est à 59%, alors qu'il y a que 19% des jeunes qui veulent faire une famille. Mais par contre, chez nous aussi, les parents, ce qu'ils disent, en critère numéro 1, je crois, de réussite dans la vie, il me semble que c'est justement la famille pour eux. Donc quelque part, c'est logique. C'est ce qui c'est ce qui déclare les avoir rendus le plus heureux, donc c'est ce qu'ils leur souhaitent. Sauf que c'est pas ça qu'ils veulent, et l'étude vers le haut est raccord avec vous, puisqu'en fait la première chose qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Et en fait, je pense que c'est dans un objectif de sécurité, quoi. Sécurité, liberté, comme tu disais tout à l'heure, sur le être à son compte, liberté de mouvement, etc. Et pas nageur, parce que l'effet post-JO des sportifs, ça aurait pu être nageur quand même. Tout à fait. Merci Marchand, mais là, ils ont choisi footballeur, donc je pense que le choix de footballeur, l'argent, ouais. C'est l'argent. Ouais, il y en a 2% qui veulent être sportifs de haut niveau, 1% acteurs et 1% artistes, et 1% qui veut être un homme riche. Où sont les femmes? J'aime ça aussi. Mais après, bon, j'ai adoré le homme riche. Le truc où quand même, ils sont plutôt raccords, enfants, parents, c'est être libre de ses choix. Parce que t'as un parent sur 2 et un enfant sur 2 qui dit que être libre de ses choix, c'est important pour réussir sa vie. Alors ça, c'est très américain. La liberté, c'est le choix, c'est la liberté. C'est vraiment ancré dans la culture américaine. Vraiment, il faut trouver le choix. Un homme libre, avec un... Mais après, c'est vrai qu'il y a eu un vrai, je montrerai les diagrammes et les chiffres dans le montage du podcast, mais en fait, quand on voit que 59% des enfants, des parents veulent qu'ils créent une famille, 37% veulent qu'ils trouvent l'amour, et en fait, c'est pas du tout en fait, là, les enfants, ils préfèrent avoir C'est pas leur sujet. C'est pas leur sujet. Mais ils ont 11, avoir des amis. 17 ans aussi. Oui, c'est le moment où ils veulent s'éloigner de leur famille, donc je pense que effectivement. Et en fait, au lieu de vouloir, le démographe disait que au lieu de vouloir dire aux gens faites des enfants, il faut d'abord dire aux gens mettez-vous en couple, parce qu'il y a de moins en moins de couples. Et donc on verra si cette génération se met en couple ou pas. Mais en tout cas, c'est très très intéressant. Et le dernier point où peut-être toi, Marie C, tu as peut-être des éléments. C'est moi je trouve ça aussi intéressant le fait de se dire que dans réussir sa vie, il y a être généreux. Et je pense que il y a de plus en plus. Je disais la dernière fois, il faut quand avec Barbara on enregistrait l'émission sur les kidspreneurs, je disais il faudrait peut-être aussi qu'on fasse
une émission sur les activistes, les kids activistes, parce qu'ils s'engagent de plus en plus, les enfants. Je sais pas si Marie, t'as des éléments là-dessus. Ben c'est pour ça que du coup, effectivement, le chiffre que tu citais, Marie, est un peu décevant entre guillemets, de se dire que finalement le sens n'est pas en tout cas identifié par les enfants interrogés comme étant un critère de réussite dans la vie. Néanmoins, on constate quand même beaucoup de phénomènes, moi en travaillant sur ces sujets de développement durable, etc., de prise de conscience quand même du sujet auprès d'une grande majorité des enfants, parce qu'on en parle à l'école, parce qu'on en parle dans les médias, parce qu'on en parle dans les familles, etc. Donc le niveau de prise de conscience pour moi est plus élevé, et on voit évidemment, tu parlais d'activistes, mais en tout cas on voit des exemples de jeunes qui se saisissent de ces sujets, mais comme d'autres au final, où on a des personnes qui sont hyper engagés et qui peuvent être moteurs ou inspirants pour d'autres, ce qu'il n'y avait pas peut-être il y a quelques années sur cette thématique-là, donc peut-être que ça va aussi infuser plus généralement. Et moi, ce que ça m'évoque un peu, je pense que de plus en plus d'enfants considèrent ce sujet comme un sujet important, mais peut-être pas comme une carrière, ou en tout cas un métier. C'est-à-dire que évidemment ils vont devoir traiter de ce sujet, de l'écologie, de l'environnement ou autre. Peut-être qu'ils le voient justement plus comme un engagement associatif ou comme un engagement personnel dans la façon dont ils vont consommer, etc. Peut-être un peu moins dans qu'est-ce que c'est de réussir ta vie ou quel est le métier vers lequel tu te destines. Et donc je pense que un des axes sur lesquels on doit travailler aujourd'hui, notamment auprès de cette jeunesse, c'est de rendre visibles les carrières, les métiers qui vont émerger par rapport à ces thématiques de développement durable, et de se rendre compte que finalement, il y a plein de métiers passionnants, écologues, avec les animaux, on n'est pas que vétérinaire, on peut aussi aller les protéger dans leur environnement naturel, etc., etc. Et donc, du coup, peut-être que ça pourrait aussi aider à ce que plus d'enfants se projettent vers ces thématiques qui sont... Ce qui est sûr, c'est que les métiers en lien avec la protection de l'environnement, le développement durable, etc., ils sont peut-être moins connus déjà du grand public, et puis des 11-17 en particulier. Ouais. Et on parle souvent des métiers qui vont disparaître, mais il y a aussi plein de métiers qui vont apparaître liés à ces thématiques-là forcément. Et donc, on a aussi un enjeu de visibilité et de donner envie, finalement. C'est un peu le cœur de ce que je fais, mais de se dire que le sujet de l'environnement, c'est pas que un sujet plombant et inquiétant, éco-anxiété et compagnie, mais que ça peut aussi être des métiers passionnants, parce qu'au finalement, la meilleure façon d'agir contre l'anxiété, on dit toujours que agir rend heureux. Au final, d'aller dans ces carrières-là, ça peut aussi être... Donc voilà, on a encore du job. Ouais, c'est nouveau, hein, les métiers, enfin la formation du coup au métier d'environnement, c'est nouveau, c'est 2017 à peu près. Les grandes écoles, elles ont commencé à intégrer des filières écologie, développement durable, etc. Et les mines, je crois que c'est 2021. Enfin, je voudrais que quelqu'un des mines nous le confirme, mais c'est pas si vieux que ça que les grandes écoles intègrent ces programmes de développement durable. Donc, mais par contre, c'est un bon signe. Ça veut dire que si l'éducation nationale, et Solène, tu le sais comme c'est lent l'éducation nationale, s'ils sont engagés dans des filières et que les écoles créent des filières développement durable, éco-citoyenneté, etc., c'est bon signe. Ça veut dire qu'on va créer des métiers. Et on va c'est un sujet sur lesquels on est numéro 1 dans le monde, hein. Sur ces sujets d'environnement, d'éducation à l'environnement, etc. On est loin devant par exemple les États-Unis. Tu veux dire pendant la primaire ou le sup, Solène, on est numéro 1? Sur le supérieur, sur les diplômes, sur le nombre d'ingénieurs formés à ces sujets-là, etc. Enfin. Et même sur le monde de start-up, hein. Start-up environnement, on est les rois du monde, on est hyper forts et on crée des trucs. En tout cas, moi, à mon petit niveau, j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans, j'étais dans un incubateur de start-up. Toutes les startups intégraient la dimension environnementale, alors soit au cœur vraiment de leur modèle, ou en tout cas dans la réflexion de la création. Donc moi, ça m'a aussi donné un peu du baume au cœur en me disant que bon, dans ces startups, toutes ne vont pas aller jusqu'au bout, etc. Mais qu'en tout cas, le sujet était de plus en plus prégnant quand on crée sa boîte, de se dire on le fait avec une dimension d'impact. Ça me fait penser dans les cursus, au-delà de former à des métiers vraiment très fléchés développement durable, en fait dans le sup ils intègrent ces notions-là de manière transversale un peu dans toutes les matières, alors plus ou moins selon les matières,
évidemment. Mais malgré tout, la plupart des établissements du supérieur, en tout cas avec ceux avec qui j'ai discuté, ils expliquaient que ils intègrent cette dimension-là sur, par exemple, bon, évidemment dans l'ingénierie, ça paraît évident, mais aussi dans la communication et le marketing, il y a des impacts, évidemment. Enfin, dans moi, c'est la meilleure façon de faire, en fait. Ouais. De l'intégrer dans les métiers, finalement, et de pas en faire un sujet à part, mais finalement de l'intégrer dans chacun des métiers. Donc c'est bien. Ça va dans le bon sens. Il y a même des fonds d'investissement dédiés aux entreprises, aux startups d'impact. Donc, les jeunes, c'est le moment, quoi. Bon, et ben en tout cas, moi je trouve ça hyper éclairant. Je trouve que ça casse les idées reçues là sur le fait que nos enfants veulent tous être des stars de la télé-réalité ou voilà. En fait, on voit que nos enfants ont les pieds sur terre. Voilà, qui veulent avoir un salaire, être libres de leur choix, avoir des amis, et faire bouger la société et faire changer les choses. Donc moi je trouve que c'est un vent d'optimisme, voilà pour le futur. Je pense que nos enfants ont les pieds sur terre, même s'ils nous montrent qu'ils ont le nez dans leur téléphone. Allez, on passe à la rubrique au secours. Et là, c'est une maman qui nous dit: mon enfant ne veut plus aller à l'école. Il trouve que c'est inutile et qu'il peut apprendre avec YouTube. Donc, qu'est-ce qu'on conseille à cette maman? Sachant que quand même, dans l'enquête, Marie, on voit qu'il y a 80% des élèves qui disent que c'est quand même utile d'aller à l'école. Tout à fait. Les matières et même, ils sont aussi, je crois que c'est 88 qui disent que c'est encore nécessaire d'apprendre à l'école et 80% qui prennent plaisir. Ça, c'est bien. Bon, voilà. Voilà. Malheureusement, ça ne répond pas à la question de cette maman, donc on va lui proposer des pistes. Mais alors, qu'est-ce que vous avez comme piste Alors, déjà peut-être, j'allais dire d'essayer de comprendre le motif, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le contexte de l'école. Là, est-ce que c'est vraiment l'apprentissage pur ou est-ce que c'est d'autres sujets de bien-être à l'école, entre guillemets. Et après, si c'est purement scolaire, je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'importance des passions. Si cet enfant a une passion, d'essayer de faire des ponts, entre cette passion-là et comment l'école peut malgré tout, peut-être en complément avec YouTube ou mieux que YouTube ou plus probablement en complément, les deux, l'aider à réaliser ses rêves dans ce domaine-là. Je suis d'accord, il faut dissocier l'école en disant de toute façon l'école c'est obligatoire, hein, tu n'as pas le choix, mais par contre c'est une super idée YouTube, donc qu'est-ce que tu as envie d'apprendre et lui dire voilà, tu apprends une matière, coder, tricoter, je sais pas, le sujet par lequel il est passionné, mais en disant on se donne 6 mois et dans 6 mois on regarde le résultat et si t'as beaucoup appris, peut-être que tu trouveras ton point que YouTube peut apprendre. Mais y aller avec le résultat au bout. Tu sais, j'aime bien fonctionner avec c'est quoi ton key success à la fin de ce que tu vas faire. Donc, si c'est apprendre quelque chose, cool. Ouais, non, mais c'est vrai que je pense et j'ai eu avec Amélia, on a fait une conférence devant des directeurs techniques avec Amélia Matar au mois de décembre, où on nous a posé la même question, où on nous a dit mais mon enfant ne veut plus aller à l'école, il trouve que en fait maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas besoin d'aller dans une classe toute une journée pour apprendre. Pour apprendre. Alors néanmoins, c'est vrai que sur YouTube, il y a des superstars, des profs d'histoire géo, voilà, dans des niches de matières qui vont toutes super bien expliquer. Donc c'est bien, mais en fait, faut aussi voir que l'école, ça peut être aussi un lieu de sociabilité aussi. Ouais, sociabilité où on va se faire des amis et en fait, il y a tout l'à côté. Qui a aussi une énorme valeur ajoutée, quoi.
Ouais, c'est clair. Et je trouve que elle est difficile, cette question, parce qu'en fait, ce que disait Marie au début, ça dépend du contexte et ça dépend la raison pour laquelle l'enfant a pas envie d'aller à l'école. Mais si on est vraiment sur une question d'apprentissage, en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même encore dans une logique en France où on apprend, enfin, à l'école, on apprend beaucoup de choses, des savoirs fondamentaux. C'est pas, je prête les convaincus ici, mais de se dire que finalement, il y a plein d'autres sujets que les maths, le français et l'histoire géo, et qu'il y a plein d'autres choses à développer en compétences, etc. Et il y a une citation que j'aime bien qui dit que l'éducation, ça consiste pas à gaver, mais à donner faim. Et au final, je trouve que enfin, tu vois, dans le cas d'un enfant qui a pas envie d'y aller, peut-être qu'il a pas envie d'avoir des savoirs descendants toute la journée, etc. Et que finalement, de réussir à trouver la motivation, les sujets qui l'intéressent, qui le passionnent, et d'essayer de pousser sur ces sujets-là en disant que finalement, ça va être l'occasion d'aller plus loin, d'apprendre des choses. Et en tout cas, d'essayer de donner l'envie ou la faim à l'enfant d'en apprendre sur certains sujets. Mais c'est hyper complexe parce qu'en fait, ça dépend beaucoup et des enfants et des contextes. Here we go. On va passer à la dernière rubrique. Alors, d'habitude, c'est qu'est-ce qu'ils disent, mais là, j'ai décidé de faire de quoi ils rêvent-ils. Et en fait, je vais vous demander de deviner le top 5 des rêves d'enfants. Donc, je vais vous donner une phrase d'enfant qui parle de son rêve, et vous allez me dire, mais de quoi rêve-t-il? Et donc, on va arriver au top 5. Alors, un enfant qui vous dit « J'ai rêvé que j'étais sur un toilette en or et puis j'ai fait pipi. » Jardinier. Bon. Non, vous l'avez pas. Bah, c'est le fameux homme riche de tout à l'heure, non? Mais non, mais en fait, dans le top 5, un des trucs dont les enfants rêvent le plus, c'est de faire pipi au lit. Ah. Et ils font vraiment pipi au lit. C'est un des rêves que les enfants rêve dans le... Ça y est, je l'ai. On est tous des métiers. C'est l'exercice, c'est la consigne. Ok. Là, en fait, on est vraiment dans les vrais rêves. Ça y est. Ok. Pardon. C'est parti là, vous concentrer. Alors, en plus, j'ai commencé par le flux. Alors, j'imagine dans votre cerveau. Mais de quel métier s'agit-il? De quel métier s'agit-il? Parce que moi, je dit la rose, et ça devient de l'or, c'est une fleur. On parle du top 5 des rêves qu'on fait le plus quand on est enfant et quand on dort. Ok, merci Solène, c'est bon, on y est. Allez, le rêve numéro 2. Oh non, j'étais à l'école, mais sans pantalon. Ah bah oui. D'être tout nu. Ouais. Oui, se retrouver tout nu devant tout le monde. Ouais. Le rêve numéro 2, c'est d'arriver à l'école tout nu. Alors, je sais pas vous, moi, pour l'anecdote, moi, c'était pas ça. Moi, c'était d'arriver à l'école sans chaussures. Ce rêve, je l'ai fait plein de fois. Ah ouais. Ouais, d'arriver à l'école. C'est moins... Allez, le numéro 3. Je courais, mais la chose derrière moi allait trop vite. Bah, les cauchemars de monstres. Ouais, d'être poursuivis. Ouais, le rêve numéro 3, c'est de rêver, que font les enfants, c'est de rêver qu'ils sont poursuivis. Ah, c'est horrible, ça. Tu te réveilles en nage. Est-ce qu'après, tu vas nous faire les interprétations des rêves? Non, j'ai pas été jusque là parce que j'ai regardé les interprétations des rêves. Je trouve qu'elles sont assez dans le jugement pour les parents. Quand j'ai regardé, c'était très ah bah ça veut dire que vous êtes pas assez comme ci, ou vous êtes pas assez comme ça. Mais là, en fait, on est plutôt dans les rêves qu'on fait le plus, quoi. Allez, le rêve numéro 4, lui qui a un rêve sympa, c'est j'ai volé au-dessus de la ville et j'ai sauvé tout le monde. Ils sont un des super-héros. Voilà. Ils rêvent d'être des super-héros. Ils rêvent d'être super-héros. Héroïne. Et donc ça ou héroïne, et ça c'est bien. Et le rêve numéro 5, c'est proche des super-héros, mais c'est j'ai fait un vœu et ma maîtresse est devenue une fée. Ah là-dedans, magicien. Ouais, c'est de rêver de magie et de magicien. Voilà. Et donc, voilà le top 5 des rêves des enfants. Alors, je sais pas si chez vous, ils rêvent de ça, mais moi, c'est vrai que j'aime bien. Moi, le matin, au petit déjeuner, poser la question, et de quoi as-tu rêvé cette nuit? Et des fois, je vois très bien qu'ils sont en train de m'inventer des histoires de malades. Et je trouve que ça stimule l'imaginaire, la créativité, et c'est bien. C'est vrai. De leur poser la question de quoi rêve-t-il vraiment la nuit. Et ben voilà, merci beaucoup
à toutes les trois d'être venues sur Génération Parents pour parler des rêves et des aspirations de nos enfants. J'espère que vous repartez avec des idées pour accompagner vos enfants dans leur développement émotionnel et éducatif. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube ou chaîne de podcast. On est partout. Vous pouvez nous laisser un commentaire, ça nous aide à remonter. C'est vraiment super important. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Nous espérons que cette discussion vous a donné des pistes pour accompagner vos enfants face aux défis du XXIe siècle. Un grand merci à nos invités. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de laisser des commentaires sur vos applications de podcast. Et enfin, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein de nouvelles idées pour décoder l'éducation du XXIe siècle. Merci.